Bonjour à toutes et à tous et merci de vous être inscrits pour ce second webinaire du réseau GEVI porté par Fredon Occitanie, que je vais un petit peu détailler juste après. La thématique d'aujourd'hui, c'est les diagnostics des arbres. Donc, on a la chance d'avoir avec nous deux invités, deux structures qui sont à la pointe sur ces sujets. David Chevet, qui se présentera tout à l'heure, d'ONF Végétis, et Pierre Bieuzen de l'ARB Occitanie, qui se présentera également et qui nous parlera des diagnostics biodiversité dans une seconde partie. Donc, quelques éléments logistiques. Micro et caméra sont coupés, comme ça, ça nous permet d'économiser la bande passante, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas interagir dans le chat. Je vous propose d'interagir en posant toutes vos questions aux intervenants durant le webinaire. N'hésitez surtout pas, c'est fait pour ça. Le webinaire est enregistré. Ça nous permettra de le retransmettre sur notre site internet. C'est un outil pour nous de monter en compétence aussi que ce webinaire. Il sera diffusé la semaine prochaine sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Une fin prévisionnelle autour de midi. Alors, on dépassera peut-être un petit peu, midi 5, voilà. Et puis, on va démarrer sans plus attendre sur ce deuxième webinaire de l'année qui s'insère dans un corpus de webinaires autour des engagements liés à la charte engagée pour le végétal sur les bonnes pratiques de gestion du patrimoine végétal dans vos espaces que vous gérez. Alors, très rapidement, avant de démarrer, laisser la place aux experts, ce qu'est Fredon Occitanie, on le répète souvent, on redécrit un petit peu notre structure. Donc, Fredon Occitanie, c'est un réseau régional d'experts au service de la santé du végétal, de l'environnement et des hommes. C'est un syndicat professionnel à but non lucratif avec trois champs d'activité, la santé du végétal, la santé de l'environnement et la santé des hommes pour une approche One Health. Donc, il y a une fédération régionale qui est Fredon Occitanie et qui s'appuie sur 12 fédérations départementales, les FDG dont, et environ une cinquantaine de collaborateurs permanents. Donc, c'est un réseau de surveillance du territoire qui contribue à la santé des végétaux. Donc, on est, comme je l'ai dit à l'instant, une fédération dédiée à la santé du végétal en milieu rural et en milieu urbain. Et l'objet, donc, c'est la protection de l'état sanitaire des végétaux et du patrimoine naturel. Donc, inspection des cultures et produits des végétaux en vue de leur exportation, lutte contre organismes nuisibles, espèces exotiques envahissantes et les dangers sanitaires, et puis formation, sensibilisation, prévention. Notre pôle environnement est constitué de plusieurs animateurs de réseau, moi-même animateur du réseau GEVI, que je vais détailler juste après, avec ma collègue Sophie Albespi et Naïs Kroon, le réseau captage d'Occitanie avec Marion Viguier et Ira Elal, et puis le réseau lutte contre les ambroisies avec Anne-Marie Ducasse-Cournac et une collègue tout récemment arrivée, Marie-Pierre. Donc on anime des réseaux pour la montée en compétences de gestionnaires, d'acteurs sur le territoire sur les sujets de l'eau potable, des espèces à enjeu pour la santé humaine et des bonnes pratiques de gestion du végétal. Le réseau GEVI, très rapidement, c'est un réseau qui s'adresse aux gestionnaires d'espaces végétalisés et gestionnaires d'infrastructures linéaires, donc appuyés financièrement par de nombreux acteurs. L'objectif de ce réseau, c'est de diffuser les bonnes pratiques de gestion du végétal, limiter l'usage des produits phytosanitaires, et donc on anime une charte d'engagement à l'échelle de l'Occitanie, engagée pour le végétal, qui prend la suite d'Objectif Zéro Phyto, que vous connaissez pour certains. Donc cette charte engagée pour le végétal est dans sa deuxième année d'animation. On produit des outils techniques, des supports de communication à destination des gestionnaires pour les appuyer dans l'évolution de leurs pratiques. Quelques images, on organise des journées techniques, des webinaires, on crée des outils, des jeux d'illustration, des documents techniques, des guides, etc., que vous pouvez retrouver sur notre site internet, qui est une véritable plateforme de ressources pour vous aider à vous améliorer dans vos pratiques.
Voilà, donc on va démarrer dans le vif du sujet avec deux experts aujourd'hui qui nous font le plaisir d'être là. On est vraiment très contents, nous animateurs du réseau, d'accueillir ces deux experts. David Chevet, qui est expert en arboriculture urbaine, chef de produit national Arbre Conseil chez ONF Végétis, et Pierre Bieuzen, chargé de projet biodiversité, urbanisme opérationnel et séquence ERC, éviter, réduire, compenser à l'Agence régionale de biodiversité Occitanie. Je les laisserai se présenter un petit peu plus quand ce sera à leur tour de parler. Et donc, on va démarrer tout de suite avec David Chevet pour la première partie du webinaire. Merci Florian, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par me présenter. David Chevet, donc je suis expert et chef de produit national sur l'activité Arbre Conseil dans ce réseau qui est composé d'experts, de conducteurs de travaux et de grimpeurs arboristes. Et donc, je fais partie du groupe ONF depuis maintenant 30 ans que je suis à l'ONF. Et depuis l'an dernier, nous avons construit une 11e filiale dans le groupe ONF qui s'appelle ONF Végétis et qui regroupe 3 activités. La maîtrise de végétation en études et travaux pour les grands linéaires, SNCF, autoroutiers, pour des mises en sécurité donc des bords de ces voiries. Également des ateliers bois, puisque nous avons des menuisiers charpentiers et fabricons du mobilier bois destiné aux collectivités, pas essentiellement dans des milieux forestiers, mais dans des milieux naturels. Et enfin, l'activité Arbre Conseil, donc, que j'anime et que je pilote, avec une cinquantaine d'experts qui sont répartis sur tout le territoire national, des conducteurs de travaux et des grimpeurs arboristes au nombre à peu près de 70. Donc, nous sommes depuis 2001 spécialisés dans ce domaine d'activité avec le diagnostic, les travaux à destination des collectivités, départements, régions et communes et entreprises. Et donc, nous sommes spécialisés dans ce domaine, formés pour cela sur l'arbre urbain et l'arbre d'ornement. Voilà. Donc l'histoire de l'arboriculture urbaine en France, c'est une réflexion qui a été engagée dans le début des années 90. Donc les premières personnes qui étaient plutôt des personnes qui étaient issues du monde forestier se sont spécialisées, se sont auto-formées au diagnostic de l'arboriculture ornementale grâce à des influences importantes anglo-saxonnes. Voilà. Et on a commencé à avoir donc la prise en compte de cet arbre en ville, notamment en 1995 à l'occasion d'un congrès européen qui a été organisé par la Société française d'arboriculture, qui a permis d'introduire donc en France la distinction fondamentale entre la prise en compte de l'état physiologique, l'état sanitaire de l'arbre et la biomécanique également. Voilà, l'analyse ontogénique, qui est une analyse sur le développement de l'arbre, sur son architecture, est arrivée un peu plus tard. Mais voilà tous les débuts, en tous les cas, de la formation et de l'engagement du diagnosticien en arboriculture urbaine, début des années 90. C'est ce qui fait également le lien avec la constitution de notre réseau, fin des années 90, début des années 2000. Donc le diagnostic de l'arbre, lui, il est basé, c'est un métier qui est basé sur l'analyse du vivant et sa dynamique, hein, puisque l'arbre, bien évidemment, lui, il évolue par rapport à sa croissance, qui est dans un milieu contraint. Hein, on retrouve cette contrainte sur l'image que vous avez à l'écran entre un arbre en milieu naturel ou forestier et dans un environnement urbain. Donc, il a des contraintes importantes. Et donc, ce métier est basé également sur l'objectif d'assurer la sécurité avant tout des usagers, tout en tentant de préserver ces vieux arbres le plus longtemps possible. Vieux arbres qui sont des sources de bénéfices écosystémiques d'importance au cœur de nos villes. Et on le voit de plus en plus, hein, puisque la prise en compte de l'arbre urbain est prégnante dorénavant parmi les différentes collectivités avec lesquelles on peut travailler. Donc du coup, cette importance, nous, puisque c'est ce qu'on tient absolument, c'est de maintenir l'arbre le plus longtemps possible et trouver des solutions pour leur maintien en toute sécurité. Donc l'objectif, c'est de vous présenter un peu les différentes méthodologies ou interventions que on peut réaliser, hein, que le diagnosticien, quel qu'il soit, va réaliser pour le compte de collectivité. Donc la première intervention, elle consiste à inventorier. Hein, l'intervention se réalise au pied de l'arbre. On va inventorier des arbres qui sont des arbres isolés dans des squares ou dans des parcs ou en alignement. Et ça va consister, dans un premier temps, à géolocaliser l'arbre. Donc, vous avez ici une représentation en bas à gauche d'un GPS associé à une tablette pour identifier précisément le point de situation de cet arbre-là. On va lui attribuer un numéro unique.
Et à partir de là, on va pouvoir relever un certain nombre de caractéristiques du sujet sur son essence, son cultivar, diamètre, hauteur, projection d'houx-pied, stade de développement, son environnement dans lequel il pousse. Est-ce qu'il est sur du bitume? Est-ce qu'il est sur un environnement naturel, enherbé? Est-ce qu'il y a une grille de protection? Donc là, c'est essentiellement du descriptif. Et à aucun moment, il y a un travail de diagnostic ou de préconisation. Mais c'est bien le préalable pour pouvoir connaître déjà la présence du patrimoine arboré d'une collectivité. Vous avez ensuite une représentation, une carte là sur une petite commune où on va répertorier, identifier tout le patrimoine communal, donc avec positionnement et toutes ces informations le concernant. Donc une véritable fiche d'identité pour l'arbre qui a été relevé. Deuxième niveau d'intervention qui fait suite à la phase d'inventaire, c'est le diagnostic visuel et sonore. Diagnostic initial, diagnostic de niveau 1, ça dépend en fonction des experts ou consultants en arboriculture ornementale, la terminologie qu'ils utilisent, mais ça reste un diagnostic qui va venir en complément de la phase inventaire et qui a pour objectif d'appréhender dans la globalité de l'arbre son état depuis le sol. Et cette intervention va consister à la recherche visuelle de symptômes qui est basée sur une méthode qui a été développée par Klaus Matek, un Allemand, en 1994, donc voilà, toujours milieu des années 90, qui s'appelle la méthode Visual Tree Assessment, donc qui est basée vraiment sur l'observation visuelle de l'arbre et des différentes singularités qui vont pouvoir altérer ou engendrer des problématiques sur l'arbre à suivre. Donc cette recherche de symptômes va déboucher sur une description, elle simplifiée de l'état physiologique, l'état sanitaire, l'état également biomécanique de l'arbre, pour identifier quelle sera la singularité majeure, là où les singularités majeures et leur positionnement sur l'arbre. Ce travail va déboucher sur un classement de l'ensemble des sujets qui vont être accompagnés de préconisations, c'est-à-dire que sur un parc, sur une ville, on va pouvoir comme ça identifier tous les arbres et ensuite préconiser différentes interventions, que ce soit des diagnostics complémentaires, plus poussés, un suivi dans le temps, d'identification d'une singularité, par exemple une altération avec un champignon lignivore qui a été identifié, et voir au bout de 2, 3 ans ou 5 ans comment évolue cette altération. Et également ensuite des interventions de travaux avec des priorisations pour pouvoir permettre aux gestionnaires d'identifier dans son budget quelles sont les priorisations à mettre en œuvre dans ces travaux d'intervention, qu'ils soient des travaux de taille, des travaux d'abattage, des travaux d'aubanage, des travaux de mise en place de périmètres de sécurité, etc. Pour cela, le diagnosticien il utilise des outils qui vont être relativement simples. Vous les avez ici à peu près tous représentés en photo. Donc le diagnosticien il va utiliser un maillet de type carrossier avec des embouts qui sont en caoutchouc, pour éviter bien évidemment d'altérer ou d'abîmer lorsqu'il frappe sur le tronc, d'abîmer l'écorce. Et ça va lui permettre d'identifier la présence de cavités ou d'altérations internes, puisque chaque type d'essence a un son propre qui lui est un peu attribué. Donc du coup, à l'oreille, le diagnosticien il pourra savoir si le son est clair ou si il est suspect avec éventuellement la présence interne d'une altération d'une cavité. Il va également utiliser un mètre ruban forestier ou un compas forestier qui va lui permettre de connaître le diamètre ou la circonférence du sujet. Un dendromètre électronique, donc c'est le petit boîtier jaune que vous avez en bas à gauche, qui va permettre de déterminer avec précision la hauteur de l'arbre, puisque on a grâce à ça des précisions très fines. L'utilisation d'une canne pédologique ou d'un pic métallique qui va permettre de sonder le collet de l'arbre ou pouvoir aussi appréhender la présence de cavités internes et mesurer la portance de cette cavité ou d'altération. L'utilisation d'une boussole également pour localiser, géolocaliser, on va dire, l'altération, la problématique, la cavité, la fissure. L'appareil photo qui va lui servir également à pouvoir relayer ensuite dans son rapport l'ensemble des singularités qu'il aura relevées. L'utilisation d'un stylo, de peinture ou de feutre à pompe pour numéroter l'arbre sur le terrain, et éventuellement également l'utilisation de bombes de peinture pour identifier des arbres qui nécessiteraient des interventions urgentes à réaliser par les services techniques ou l'entreprise de travaux avec lesquelles elle travaillerait. Également, petit focus sur le fait que le diagnosticien, aujourd'hui, ne travaille plus sur papier, mais travaille bien de manière informatisée. On va pouvoir avoir
des antennes GPS et des tablettes PC qui vont permettre aux diagnosticiens de géolocaliser très précisément l'arbre. Nous, à ODF Végétis, on a des antennes qui nous permettent de descendre jusqu'à moins de 30 cm de précision. Donc, ces antennes sont couplées à des tablettes PC qui vont leur permettre de pouvoir dérouler ensuite les différents champs qui vont pouvoir relever comme information sur le terrain, sur, bien sûr, l'essence, la station, la structure de l'arbre, la présence de CP, les diamètres, les hauteurs. Et toutes ces informations-là vont pouvoir être directement stockées dans la tablette PC et envoyées sur un serveur en flux continu. Ce qui permet au diagnosticien de retour au bureau de pouvoir identifier, positionner un arbre et d'avoir toute cette fiche d'identité, hein, c'est sur la photo que vous avez en bas à droite, va lui permettre, en cliquant dessus, d'avoir toutes les informations et également pour que le gestionnaire puisse retrouver toutes ces informations-là afin de suivre et de gérer son patrimoine arboré. Alors les rendus, ça dépend bien évidemment de l'intervenant, hein, mais il faut savoir que sur le diagnostic visuel et sonore, on va intervenir sur un grand nombre d'arbres, sur un patrimoine important, sur plusieurs centaines, voire milliers d'arbres. Donc on a des rendus bien évidemment sous forme de tableau Excel, comme vous avez ici un exemple, avec l'ensemble des champs qui seront relevés. Et bien évidemment, ce tableau Excel va être accompagné d'une synthèse des résultats pour savoir au niveau inventaire, le nombre d'arbres par essence, le nombre d'essences, mais également le fonctionnement physiologique au global, quelles sont les problématiques relevées, quels sont les problèmes sanitaires relevés, présence d'insectes, présence de champignons omnivores, et enfin, bien sûr, les problématiques mécaniques de l'arbre qui vont déboucher sur des espérances de maintien, des préconisations d'intervention et de travaux, avec, à l'issue de cela, des cartographies qui seront aussi donc, du SIG pour pouvoir permettre aux maîtres d'ouvrage et aux gestionnaires d'identifier, de localiser précisément où sont les arbres à problème. Donc ici, vous avez deux exemples de cartographie qui font partie des rendus qui sont réalisés à l'issue du diagnostic visuel et sonore. Mais il faut savoir que sur ces grands volumes d'arbres, on a un certain nombre d'arbres qui vont poser des problèmes par rapport à la méthodologie employée, méthodologie donc visuelle et sonore, et qui vont nécessiter un complément d'investigation. Donc on tourne autour de 7 à 8% des arbres qui sont diagnostiqués de manière visuelle et sonore, qui vont générer un complément d'information avec un deuxième niveau de diagnostic qui est donc le diagnostic approfondi. Ce diagnostic approfondi, qui est appelé donc diagnostic complémentaire ou de niveau 2, est obtenu en combinant donc le diagnostic visuel et sonore, hein, toujours pour cette recherche de singularité, de défauts de fonctionnement, d'attaques sanitaires, d'indices d'altération et de problématiques de tenue mécanique, toujours avec la méthode Visual Tree Assessment, et l'utilisation, si nécessaire, d'outils qui vont permettre de confirmer la présence d'un défaut de structure. Donc l'utilisation de ces outils n'est pas obligatoire, mais elle peut être nécessaire dès l'instant que l'investigation a identifié la problématique, mais n'a pas été en capacité de la quantifier. Donc ce travail va faire l'objet d'investigations beaucoup plus complètes et exhaustives sur l'arbre, avec une description du sujet beaucoup plus fine, de son environnement, de ses problématiques, de ses antécédents de gestion, que ce soit sur l'arbre ou autour de l'arbre, de son fonctionnement physiologique organe par organe, des problématiques sanitaires qui seraient relevées, et bien évidemment les problèmes biomécaniques qui vont générer à l'issue de cela une synthèse et des préconisations. Donc ces interventions peuvent être réalisées toujours au pied de l'arbre ou en hauteur, donc par grimper. Là, vous avez ici un grimpeur avec un outil qui est en train de faire un sondage sur un sujet, ou à l'aide d'une nacelle. Donc ça aussi, les intervenants sont qualifiés pour grimper ou utiliser ces moyens de déplacement en hauteur. À l'issue de ce travail, on va réaliser des préconisations de suivi de travaux qui seront donc proposés aux gestionnaires avec des priorités d'intervention. Alors bien évidemment, on va prendre en considération dans ces diagnostics, l'analyse des risques. Donc l'analyse des risques, c'est une notion où il existe trois principaux classements de cette notion. On a la méthode qualitative ou quantitative qui consiste à caractériser numériquement un système à analyser. Dans le monde arboricole, la principale méthode quantitative mise en avant à l'heure actuelle, c'est la méthode du QTRA, Quantified Tree Risk Assessment, qui a été développée par Mike Ellison, qui permet de classer les arbres par quotient de risque à partir de trois facteurs: la probabilité de rupture,
ou d'échec, on va dire, d'un organe de l'arbre, les cibles qui sont présentes et les potentiels d'impact. Voilà, donc ça, c'est une dimension de l'axe dangereux. Et cette méthode se décrit comme une objective et rationnelle. Dans les méthodes qualitatives, si elle ne consiste pas, elle, à quantifier elle donne une appréciation. Aujourd'hui, le raisonnement qualitatif permet de combler les insuffisances certaines des méthodes numériques dans les domaines ou les connaissances qui sont difficilement quantifiables. Donc, dans le monde arboricole, une des méthodes mises en avant à l'heure actuelle est le True Risk Assessment Qualification, ou le TRAQ, qui a été développé par l'International Society of Arboriculture, l'ISA, au niveau international. Deuxième méthode d'analyse des risques, c'est la méthode inductive ou déductive. Cette méthode correspond à la méthode inductive, correspond à une approche ascendante où on va identifier toutes les combinaisons d'événements élémentaires possibles pour entraîner la réalisation d'un événement unique indésirable, la défaillance d'un organe de l'arbre, que ce soit le tronc ou une charpentière. La méthode déductive, elle, propose une démarche inversée qui part de la défaillance pour rechercher par approche descendante toutes les causes qui seront possibles. Et enfin, la dernière méthode d'analyse des risques, c'est la méthode statique ou dynamique. Donc la méthode dynamique, elle va permettre de prendre en compte l'évolution, la configuration des composants du système en cours du temps. Et la méthode statique, elle va étudier un système à différents instants de son cycle de vie, c'est-à-dire pour différents états possibles, sans pour autant s'intéresser aux transitions entre ces états. Il faut savoir que nous, dans notre domaine et dans notre réseau, notre analyse des risques, elle prend en compte le côté qualitatif, inductif et statique, au travers de critères de qualification du danger d'exposition. Donc là, on va faire vraiment un couplage entre où est le danger et quelle est l'exposition, qui va permettre de fixer le niveau de risque par arbre selon une matrice de criticité. Et cette matrice, c'est un outil qui va permettre de calculer le niveau de risque et elle va nous donner immédiatement une vue d'ensemble sur le degré de criticité des risques et permettre de catégoriser au mieux les arbres, et en fait les gérer, identifier ceux sur lesquels il faut agir en priorité. Donc ça va permettre aux gestionnaires de tout de suite identifier quels sont les arbres qui sont à risque. Là, vous avez aussi une représentation du risque où on a le basculement d'un platane en plein centre urbain. Donc voilà ce qu'on veut absolument éviter par cette prise en compte de cette notion de risque. Alors pour cela, le diagnosticien, il a des outils qu'il peut utiliser, mais ils ne sont pas systématiquement utilisés. Il faut vraiment que l'intérêt soit identifié. Le premier outil, qui est l'outil le plus connu, c'est le pénétromètre, ou également appelé résistographe. Résistographe, c'est une marque d'un déposé. Donc voilà, l'outil générique, c'est le pénétromètre. Donc vous avez ici une représentation. Donc c'est un outil qui est équipé d'une petite batterie qui va permettre dans son coffre de développer une toute petite aiguille de 2 mm qui va pénétrer le bois et on va mesurer la vitesse d'avancement et de pénétration. Donc c'est pour ça que vous avez une représentation ensuite sous forme de courbe, alors soit sur papier, soit de manière numérique, qui va nous permettre d'identifier la partie écorce, la partie boissin et éventuellement une partie de zone altérée, voire totalement dégradée. Donc plus la courbe est descendante, plus l'arbre présente une dégradation. Voilà, donc vous avez ici une représentation de ces courbes et c'est à partir de ça que le diagnosticien va pouvoir prendre une décision à partir de différents seuils en fonction de l'essence, la situation où il va avoir percé, donc de la partie de paroi résiduelle de boissin, puisque l'objectif, c'est bien de connaître cette partie de boissin. Il faut savoir qu'un arbre, même altéré, même avec une cavité intérieure, est en capacité de continuer à fonctionner, voire également à garder sa tenue mécanique jusqu'à un certain seuil. Et donc, c'est bien ça que le diagnosticien va essayer de rechercher. Donc ça, c'est le premier outil, le pénétromètre, l'outil le plus fréquemment utilisé. Par contre, le seul inconvénient, on va dire, de cet outil, c'est que c'est un outil intrusif. Donc, attention également à obliger, on va dire, l'intervenant à désinfecter son matériel avant intervention et après intervention, puisque le risque pourrait être la propagation de bactéries, de champignons, même si, compte tenu de la vitesse de cette petite aiguille, ça chauffe un petit peu, ce serait peut-être un facteur limitant en tous les cas pour cette propagation, mais il est quand même
prescrit, on va dire, de demander aux intervenants de pouvoir désinfecter à l'aide d'alcool à 70, par exemple, ou un fongicide homologué pour éviter, ou bactéricide, pardon, pour éviter tout risque de propagation de maladie. Et notamment, on pense bien évidemment en Occitanie au champ coloré du platane. Deuxième outil, le tomographe à ondes sonores électriques. Donc c'est un outil qui est un peu plus complexe à mettre en œuvre et plus complexe aussi à interpréter. Donc il faut véritablement une formation sur sa mise en œuvre et sur son interprétation au niveau des données qui en sont issues. Donc on va mettre autour de l'arbre, que ce soit au collet, sur le tronc, voire même sur une charpentière, un certain nombre de sondes qui sont représentées sur la photo du dessus. Et tout est relié de manière filaire à un boîtier. Et on va ensuite pouvoir, avec un petit marteau qui est lui-même aussi relié à ce boîtier, envoyer une onde sonore dans l'arbre. Donc chaque sonde est à la fois émettrice et réceptrice. Et on va avoir à l'issue donc de l'ensemble des frappes qu'on va réaliser sur ces sondes, avoir un maillage d'ondes sonores qui est représenté par le graphique du milieu. Et c'est ce croisement d'ondes sonores qui va générer une image que vous avez à droite, puisque ce qui se passe, c'est que pour passer d'une sonde A vers une sonde B, le moyen le plus simple et le plus rapide, c'est la ligne droite. Sauf s'il y a une présence d'une altération d'une cavité, cette onde sonore va être obligée de la contourner, donc avec une vitesse plus importante. Et c'est ce croisement-là qui va générer cette cartographie que vous avez là. Hein. C'est la même technologie, on va dire, que le scanner, que l'on passe, nous, d'un point de vue médical, en imagerie. Donc cette imagerie va être rendue et vous avez donc toutes les parties marron foncé sont les parties saines, les parties vertes, les parties qui sont plus altérées, pour aller jusqu'au bleu où on a vraiment une décomposition importante des tissus. Donc à partir de là, on va pouvoir mesurer toujours ces parois résiduelles de bois sain et être en mesure visuellement de prendre une décision sur le maintien ou non de l'arbre. Donc cette technique est intéressante lorsqu'on veut communiquer sur des arbres patrimoniaux, sur des arbres à enjeu, auprès de riverains, auprès d'associations, en leur montrant l'intérieur de l'arbre et pour pouvoir ensuite avancer une décision à l'issue de ce diagnostic. Autre outil d'aide à la décision, le test de traction. Donc là, c'est vraiment l'outil ultime en termes de test et de mise en œuvre. C'est un outil qui est vraiment à réserver sur des arbres, pareil, patrimoniaux ou qui ont subi des problématiques dans leur système racinaire, puisque ce test va consister à positionner au collet de l'arbre des inclinomètres. Hein, vous avez une représentation de la photo du boîtier en bas à gauche. Donc on va positionner un ou deux inclinomètres au niveau du collet de l'arbre et sur le tronc positionner des élastomètres qui vont également servir à mesurer la déformation du bois. Le tout est relié à un câble avec un tire-fort et on va reproduire en tirant sur l'arbre une déformation avec un soulèvement de son plateau racinaire et une déformation des tissus du bois pour voir de quelle manière l'arbre est en capacité de résister à un coup de vent qui pourrait le déstabiliser. Tous ces outils sont reliés à une tablette et on mesure en temps réel la déformation du bois et le soulèvement du plateau racinaire. Donc bien évidemment, le test est non destructif, hein, mais ce qui est important de mesurer, c'est le retour à la normale à l'issue de ce test-là du sujet. Le rendu, ça va être un certain nombre de courbes que vous avez à l'écran sur la droite pour voir dans quelle mesure, où on se situe, on va dire, en termes de résultats pour savoir si l'arbre est suffisamment résistant mécaniquement et si son système racinaire n'a pas été endommagé par des travaux de terrassement, notamment, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on utilise énormément ce test, hein, suite à des travaux d'excavation et qui auraient touché des racines d'ancrage. Donc ce test-là va pouvoir prendre également une décision sur le maintien ou pas du sujet pour éviter un risque de rupture partant de grand vent ou sous son propre poids. Les rendus de diagnostic approfondi donc, sont des rendus qui sont beaucoup plus détaillés, qui sont beaucoup plus précis. Vous avez ici quelques exemples hein, qui sont pas comment dire, entiers hein, dans leur rendu, mais on va avoir la description de l'arbre, sa situation, ses antécédents de gestion, donc passés, ses conditions de croissance et de physiologique,
ces problématiques sanitaires, problématiques mécaniques, avec de manière très exhaustive, qui vont déboucher donc sur une synthèse et sur des préconisations. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment, en termes de rédaction, quelque chose qui est beaucoup plus poussé, beaucoup plus détaillé. Mais on peut également avoir, ce que vous avez sur la droite de la diapo, des fiches arbres relativement synthétiques qui vont identifier la position de l'arbre, avoir une photo et avoir un descriptif qui est relativement synthétique et sommaire, mais avec des préconisations, une décision à l'issue de ce diagnostic. Donc des rendus différents selon les intervenants, selon les, 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 les diagnosticiens, mais on peut aller du plus poussé au plus synthétique. Ces diagnostics visuels et sonores et diagnostics approfondis peuvent également déboucher sur des guides de gestion. Donc ça, un guide de gestion qui va permettre d'élaborer des préconisations sur un ensemble d'un patrimoine arboré, donc avec des conseils en gestion, donc que ce soit par station, sur un parc, sur un alignement, avec la prise en compte également d'analyses paysagères, la prise en compte également suite à des préconisations d'abattage de renouvellement, avec la définition d'une palette végétale qui va être adaptée au contexte, avec un protocole technique sur la plantation, etc. La mise en place également d'un échéancier important pour le gestionnaire pour savoir quelles sont les différentes priorités et une évaluation également financière des interventions à réaliser. Ici, donc, vous avez par exemple des représentations d'interventions de travaux de taille, de plantation, de diagnostics complémentaires ou de suivi, voire même d'interventions d'études d'aubanage pour éviter l'ouverture d'un arbre au-dessus d'une voie. Donc le guide de gestion, c'est bien le travail ultime à l'issue de l'ensemble de ces diagnostics et interventions. Je voulais également faire un petit focus aussi avant de laisser la parole à Pierre sur la prise en compte de la biodiversité lors du diagnostic, puisque le diagnosticien, il va être acculturé, hein, c'est pas un spécialiste, mais il est acculturé, il est formé à la reconnaissance d'indices de présence d'espèces protégées, puisque l'arbre urbain est un arbre qui est haute de biodiversité par le fait de présence de cavités, de fissures, d'altérations, de bois mort. Donc, ça génère également la présence de tout un cortège, que ce soit de l'entomofaune, avifaune, des chiroptères, des petits mammifères. Donc, le diagnosticien, il est également là pour identifier cette présence d'indices d'espèces protégées de manière individuelle sur l'arbre, voire même également travailler sur un indice de qualité d'accueil de biodiversité sur un site global. Et c'est pour ça que les consultants et les experts, en tous les cas de notre réseau Arbre Conseil, sont formés pour identifier toutes ces espèces qui seraient protégées et surtout avertir le gestionnaire de leur présence, puisque derrière, ça va générer aussi ensuite un travail plus poussé réalisé par un naturaliste spécialisé en chauve-souris ou en entomofaune pour voir également si cette espèce est bien présente et quelles sont les mesures à mettre en œuvre en termes d'intervention, de protection pour éviter bien évidemment de détruire ces espèces protégées. Voilà ici quelques photos de diagnostic. Hein. Donc, le diagnosticien va intervenir sur des jeunes plantations pour diagnostiquer des plantations en termes de développement, de reprise, mais également des problématiques mécaniques, de blessures, présence de champignons, présence d'entrée écorce qui pourrait s'ouvrir, et bien évidemment tout ce qui est problématique de fonctionnement physiologique. Et avec les problématiques de changement climatique qui sont de plus en plus présents et prégnants, c'est des choses également que l'on voit au quotidien avec des dépérissements importants, notamment dans nos villes, puisque les températures sont exacerbées avec toutes les problématiques de chaleur qui sont accumulées. Donc le diagnosticien, il est là également pour prendre en compte toutes ces problématiques physiologiques, sanitaires et mécaniques. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Je vous remercie et je suis à votre écoute pour toutes les questions que vous aurez. Merci David pour cette présentation super complète. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, alors ça a l'air d'être limpide, mais vous n'hésitez pas à poser vos questions. On va passer à la partie de Pierre, Biozen de l'Hervé Occitanie. Mais voilà, s'il y a des questions liées à la présentation de David sur ces questions, par exemple de diagnostic, tous les niveaux, des éléments de coût, où est-ce que je peux trouver, par exemple, un prestataire,
sur quels critères il faut que je sélectionne mon prestataire pour ce type de travaux, de diagnostic, etc. Vous n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, donc il y a une question on va la prendre avant l'intervention de Pierre. Donc, Serena Paladi du CAUE 34. J'aimerais avoir un avis sur l'emploi de la tarière. Est-ce que c'est trop invasif? Merci. Donc, question pour David. Alors, la carrière de Pressler, effectivement, j'en ai pas parlé parce que c'est des outils qui sont plutôt anciens en termes d'utilisation. Effectivement, ils sont intrusifs. La carrière de Pressler, elle est de moins en moins, voire plus du tout utilisée dans le diagnostic de l'arbre. Par contre, elle peut être utile, notamment sur des problématiques d'identification d'âge d'un arbre, quand on a un problème de mitoyenneté. Donc, il y a voilà, pour calculer précisément l'âge de l'arbre, s'il a moins de 30 ans ou plus de 30 ans, on est obligé d'avoir recours à la carrière de Pressler. Donc, c'est vrai que nous ne l'utilisons que dans ce cadre-là bien précis. Donc, le fait de retirer une carotte, bah, il faut pouvoir rentrer un petit tourillon la plupart du temps avec un produit désinfectant pour éviter la propagation de maladies. Mais c'est vrai que c'est vraiment très intrusif et le trou, il va être de l'ordre de plus d'un demi-centimètre. Donc, c'est vrai que ça fait un trou quand même relativement important par rapport à un pénétromètre où là, on est sur de 2 millimètres. Là, on est de l'ordre plutôt de 5, 6, 7 centimètres de millimètres de diamètre. Donc, c'est intrusif et ça peut poser des problèmes, effectivement, d'un point de vue développement de bactéries et de champignons. Voilà, donc vraiment à réserver essentiellement pour les problématiques d'évaluation de l'âge d'un arbre. Merci, David. Pas d'autres questions pour l'instant, mais n'hésitez pas à les poser quand même dans le chat, on les relaiera à la fin, à la suite de la présentation de Pierre. Donc, on va passer à la présentation de Pierre Bieuzen sur une deuxième partie du webinaire plutôt consacrée au diagnostic biodiversité. Ça fait le lien avec les quelques diapos de David en fin de sa présentation. Hop, Pierre, je te laisse la parole. Merci Florian. Donc, je vais me représenter brièvement. Donc, Pierre Bieuzen, donc moi je suis de l'Agence régionale de la biodiversité Occitanie. C'est une agence qui a maintenant à peu près 6 ans. Nous sommes une petite équipe, parce qu'à peu près une douzaine de personnes réparties à la fois sur un site à Montpellier et sur Toulouse. Et on traite de différentes questions. On a notamment un suivi de la biodiversité en Occitanie via l'Observatoire régional de la biodiversité. On anime aussi un réseau des gestionnaires d'espaces naturels en Occitanie. Et après, on s'occupe de tout ce qui est, de manière assez large, accompagnement des acteurs, donc plutôt à destination des professionnels, que ce soit collectivités, associations ou acteurs privés, sur tous les sujets qui touchent à la biodiversité. Alors, par rapport du coup à ce que je fais plus particulièrement, je suis plus sur les sujets de nature en ville et sur l'application de la séquence éviter, réduire, compenser, sur laquelle je vais revenir juste après. Alors, du coup, par rapport au diagnostic, et déjà merci à David pour cette belle transition. Alors, pourquoi vous parlez de biodiversité? Alors, j'imagine que vous le savez tous, il y a un déclin de la biodiversité, mais ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est les chiffres qui sont plutôt alarmants, on va dire, quand même, sur ce sujet. Là, je vous ai mis quelques éléments au niveau national sur les chauves-souris que vous avez à votre gauche, avec une diminution de 50 à quasiment 90% de certaines espèces sur des périodes de 13 ans. Donc, une chute hyper importante ces dernières années. Et sur votre droite, vous avez des éléments sur une période un peu plus longue, d'espèces plutôt de milieu bâti, donc en Occitanie, où là, on peut avoir des chutes moyennes, en tout cas d'environ 30%, et en fonction des espèces, des choses plus ou moins marquées. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, sur le moineau, on a moins 60%, et sur certaines espèces d'hirondelles, moins 20%. Voilà, donc ça, c'est pour vous expliquer aujourd'hui pourquoi prendre en compte la biodiversité aussi sur les arbres notamment. C'est important parce qu'on a des espèces qui peuvent, du coup, soit d'oiseaux, de chauves-souris ou des insectes, être dans ces arbres, et donc du coup, de prendre en compte leur présence. Donc, par rapport à ça, je voulais revenir sur la réglementation qui est peut-être un peu méconnue, parce qu'on a souvent l'impression que les espèces protégées, il faut les prendre en compte quand on a des gros projets d'aménagement, des gros projets d'abattage, je ne sais pas, une ligne de tramway qui va passer avec des arbres
qui devront être enlevés ou une route ou autre. Mais ce n'est pas du tout le cas puisque la réglementation sur les espèces protégées, donc l'article L411-1 du Code de l'environnement, nous dit que finalement, il n'y a pas de limite de taille, de typologie de travaux ou autre, mais c'est plus, on réfléchit par rapport à l'espèce et son habitat. Et donc, la loi, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est ce que vous avez là sur les petits tirets, qu'on a interdiction tout simplement de détruire, de modifier ou de dégrader les habitats naturels de ces espèces, d'enlever les œufs, les nids, de mutiler les animaux. Donc, à partir du moment où on touche ces espèces protégées, ben, finalement, on peut encourir au niveau de la loi par rapport au non-respect. Donc là, c'est le maximum, 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Donc, pour votre information, il y a des listes qui sont édictées au niveau national par groupe taxonomique, par groupe d'espèces, oiseaux, chauves-souris, amphibiens, reptiles et autres, où donc vous avez des listes nationales qui sont complétées par des listes régionales. Cette information sur le site de la DREAL Occitanie, si vous tapez DREAL Occitanie, vous retrouverez ces informations. Par rapport à ça, vous avez aussi un outil qui est assez intéressant si vous voulez avoir une première idée des potentielles espèces protégées qui seraient sur votre site ou sur un alignement d'arbres, qui s'appelle Bioccitanie. C'est un outil qui a été développé par la région et qui permet Alors, on a un petit souci de connexion avec Pierre. Donc, on va continuer à dérouler la présentation. Juste, pendant que Pierre se reconnecte, une question de Pascal Belchi sur l'intervention précédente de David. Quels critères à prendre en compte pour sélectionner une entreprise pour la réalisation de diagnostic des arbres? Donc, je relais un peu la réponse de David Chevet. Le niveau de formation initiale, Arbo-Expert, CSGAO, donc les certificats de spécialisation, grimpeur arboriste, il me semble. La licence gestion de l'art, par exemple, le niveau de la formation continue. Voilà, donc il y a plusieurs éléments pour que l'expert soit sélectionné. L'expérience similaire, méthodologie employée, matériel utilisé, demander des livrables. Voilà. Donc, je relais ces infos en attendant que Pierre nous rejoigne. Est-ce que Pierre, tu nous entends? Donc, on a un petit souci de connexion avec Pierre. Je vais peut-être redérouler la présentation en attendant que Pierre Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est bon, on te retrouve. Bon, je suis vraiment désolé. Aucun problème. Désolé pour ce souci. Tu peux couper ta Je ne sais pas caméra où si ça a tu veux. coupé. Tu peux couper ta caméra et puis continuer au microphone, il n'y a pas de problème. Ouais, normalement, c'est bon, je devrais avoir plus de réseau. Ça devrait être bon. Ok, très bien. Je te laisse je sais pas où continuer. Ouais, je sais pas où ça a coupé. Bon, voilà, on était sur la réglementation. Donc, vous dire qu'il y a donc, en France, quand même, aujourd'hui, beaucoup d'espèces protégées. Si je prends le cas des chauves-souris, l'intégralité des chauves-souris en France sont protégées, donc ce qu'on appelle les chiroptères. Donc, par rapport à ça, il y a une réglementation en France qui permet aussi ce qu'on appelle des dérogations à la destruction d'espèces protégées. Et par rapport à ça, il faut appliquer ce qu'on appelle la séquence éviter, réduire, compenser. Sous l'acronyme, vous retrouvez ici séquence ERC. Donc, je ne sais pas si les uns et les autres, vous connaissez cette séquence, mais dans l'idée, c'est de se dire, à partir du moment où on a un impact sur des espèces, d'ailleurs qu'elles soient protégées ou non, la première chose, c'est d'essayer de trouver des solutions pour éviter cet impact. Donc, soit vous mettez en place ces solutions, tout est évité, dans ce cas, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, il faut ensuite prévoir des mesures de ce qu'on appelle de réduction des impacts. Et si ces mesures de réduction ne sont pas suffisantes, sous condition, le législateur, via des services instructeurs, notamment de la DREAL, peut vous autoriser à proposer des mesures compensatoires par rapport aux espèces qui auront été impactées. Donc ça, c'est la slide suivante. Je ne vais pas rester très loin sur le sujet, mais en tout cas,
imaginons que vous avez des arbres à abattre pour des raisons diverses, qu'elles soient sanitaires ou pour un projet d'aménagement ou toute autre chose. Il va falloir, s'il y a des mesures compensatoires, répondre à ces deux conditions. Donc, par rapport à ça, il y a donc la législation sur les espèces protégées, mais aussi sur tout ce qui est incidence Natura 2000. Vous avez sans doute entendu parler des sites Natura 2000. Et donc, la personne, le maître d'ouvrage qui devra mettre en place les travaux, devra, s'il doit mettre en place des mesures compensatoires, prouver l'ensemble des éléments que vous retrouvez dans les deux encadrés. Donc, pour les espèces protégées, notamment les plus importantes, c'est l'intérêt public majeur du projet et qu'il n'y ait pas de solution alternative au projet et que les populations soient tout de même maintenues dans un bon état de conservation sur son aire de répartition. Voilà. Bon, ça, je suis allé un peu plus dans le détail sur la compensation, mais si jamais ça vous arrive, c'est bien de connaître ces conditions puisqu'elles sont quand même assez importantes. Donc là, voilà, c'était plus pour vous dresser la réglementation, ce n'était pas forcément la partie la plus sympathique. Donc David en a déjà parlé, et donc du coup, par rapport aux arbres que vous pouvez avoir sur votre territoire, l'intérêt, c'est de faire un diagnostic préventif. Donc, si vous faites appel aux équipes de David, du coup, c'est parfait puisque ce préventif, vous l'avez déjà. Je vous ai mis quelques exemples de photos. Donc, soit éventuellement, vous pouvez aussi faire appel à des équipes de naturalistes ou des écologues et via des bureaux d'études ou associations. D'ailleurs, vous avez un annuaire sur notre site internet ou sur le site de l'UPGE. Et vous pouvez du coup faire réaliser des inventaires au niveau des arbres. Donc David l'a dit, que ce soit visuel, mais on peut aussi aller plus loin à l'aide notamment d'endoscopes ou de caméras thermiques. Donc là, ce que vous voyez sur la photo au milieu en bas, c'est une personne, un écologue là, qui s'apprête à mettre un endoscope là, sur un trou qui est présent dans un platane. Et alors, il y a une autre technique du ministère qui date maintenant d'il y a 2 ans, ce qui est recommandé, c'est de faire un suivi tous les 3 ans, parce qu'on estime que les données naturalistes, tous les 3 ans, les espèces, elles peuvent bouger, elles peuvent migrer, elles peuvent aller à un autre endroit. Et donc, du coup, ce qui est recommandé, c'est de faire ça tous les 3 à 5 ans, on va dire, pour avoir une information sur la présence d'espèces dans des arbres, ou ailleurs, hein, d'ailleurs. Donc ça, c'est pour la partie préventif. Et du coup, je vais plus axer ma présentation ensuite sur le côté en cas plutôt d'entretien, voire d'abattage d'arbres. Donc, par rapport à ça, David en a parlé juste avant, il y a pas mal d'espèces qui peuvent être concernées, à la fois des insectes, des reptiles, des oiseaux, des chauves-souris. Donc là, vous avez différents exemples à gauche. Par exemple, le grand capricorne. J'ai un exemple là, récent dans l'Hérault en 2021 où il y a un promoteur immobilier qui a dû faire passer ses camions à distance d'un arbre qui abritait du grand capricorne. On peut avoir aussi des chauves-souris, par exemple à Strasbourg en 2013, un arbre, un platane qui a été coupé dans le cadre de travaux et qui abritait une colonie de 500 chauves-souris. C'est la plus grosse colonie découverte ce jour sur un arbre, on va dire, d'alignement, et qui a posé des problèmes puisqu'elles étaient en pleine phase d'hibernation. Donc là, par rapport à ça, quand il y a de l'entretien ou de l'abattage d'arbres, là, il faut absolument donc se rapprocher d'un écologue pour à la fois qualifier les enjeux par rapport à ces phases d'entretien ou d'abattage et proposer les mesures que j'ai citées avant d'évitement, de réduction et de compensation. Et par rapport à ça, s'il y a ce type de mesures, bien entendu, de discuter avec les services instructeurs de l'ADREAL, puisque par rapport à ça, vous aurez besoin d'éléments administratifs pour vous autoriser à faire ce type de travaux. Alors là, je vais vous présenter, alors plutôt j'ai axé la présentation, là, il ne reste plus beaucoup de slides sur la partie chauve-souris, parce que finalement, c'est ce qu'on rencontre peut-être le plus souvent quand il y a des opérations d'abattage d'arbres aujourd'hui. Pour tout ce qui est oiseaux, notamment, la principale mesure, et de toute façon, celle qui est vraiment à privilégier, c'est la phase d'évitement. Donc, c'est d'essayer d'éviter de faire les travaux au moment où les oiseaux, par exemple, vont nicher ou se reproduire. Et, par exemple, dans les phases d'hibernation des chauves-souris, si on a un arbre avec des cavités. Donc ça, par rapport à ça, il y a l'écologue qui peut vous fournir du coup un calendrier préférentiel d'intervention, mais ce qui veut dire qu'au niveau de vos chantiers, de la prévision de vos chantiers, il va falloir décaler ces éléments dans le temps et bien prendre en compte ces éléments. Typiquement, pour l'entretien, c'est comme ce que vous avez vu sur les haies, là, ça fait pas mal de bruit là,
ce sujet. Donc, c'est plutôt de faire tout ce qui est l'entretien entre, donc à la période hivernale, on va dire entre octobre et fin février, pour réaliser des coupes. Après, sur les mesures de réduction, donc là, on est peut-être plutôt sur la partie chauve-souris, c'est pour vous présenter des éléments qui peuvent être mis en place. Par exemple, si vous avez des chauves-souris ou la présomption de présence de chauves-souris dans un arbre à cavité, ce qu'il est possible de mettre, c'est des dispositifs anti-retour, c'est ce que vous voyez sur l'image de gauche, où là, l'animal va pouvoir sortir, mais il ne pourra pas rentrer dans la cavité. Donc là, on est vraiment sur de préventif en amont de l'abattage, par exemple, de cet arbre. Ensuite, si potentiellement il y a encore des risques et on considère que toutes les espèces n'ont pas pu s'échapper, ce qui est recommandé, c'est plutôt d'aller sur des systèmes d'abattage doux. Donc là, on ne va pas faire tomber l'arbre d'un coup, mais vraiment aller le couper en tronçons, le faire tomber, enfin faire tomber délicatement les morceaux qui ont été coupés pour éviter trop de dérangement par rapport aux espèces qui pourraient se trouver dans les cavités. Et ensuite, c'est la photo que vous voyez à droite. Là, c'est des platanes qui ont été coupées sur le secteur de Montpellier. On va laisser au moins pendant 48 heures les troncs coupés sur place ou les zones qui ont été coupées avec des cavités pour laisser le temps aux espèces de pouvoir s'échapper de ces zones où elles auraient pu être enfermées. Mais par contre, au bout de 48 heures, ce qu'il est vraiment recommandé, c'est d'enlever ces éléments pour pas qu'il y ait d'autres espèces qui viennent recoloniser ces troncs ou branches. Et la dernière diapositive, là, c'est pour vous montrer quand même qu'au niveau notamment des chauves-souris, on peut avoir des cavités qui sont vraiment toutes petites. Donc, ce qu'il est recommandé de faire, là, c'est sur le canal du Midi, où il y avait des écologues qui étaient présents quasiment à chaque fois qui avaient des abattages. C'est que, par exemple, là, vous avez une cavité d'environ 2 cm où vous aviez une petite pipistrelle qui était présente dans cette cavité. Donc, on est vraiment sur des zones qui sont toutes petites. Et donc, parfois, la présence d'un écologue au moment de l'abattage d'un ou plusieurs arbres est vraiment importante sur place pour qu'il puisse préconiser les meilleures opérations à réaliser, puisqu'après, il peut y avoir aussi, si ce n'est pas forcément à la bonne période, on peut envoyer ces espèces dans des centres de soins pour qu'elles puissent récupérer et ensuite repartir dans le milieu naturel. Donc voilà, c'était une présentation assez rapide de ce qui peut être fait au niveau biodiversité. Ce qu'on vous conseille, bien entendu, c'est de vous rapprocher d'écologues et de naturalistes qui sont spécialisés sur ces sujets. Et le préventif est important puisque, imaginons qu'il y a un diagnostic sanitaire qui montre qu'il faut abattre un arbre en toute urgence. Si vous avez fait ce préventif, il est beaucoup plus simple de mettre en place des mesures et de travailler avec un écologue que si forcément on arrive un peu sur le fait accompli. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ce sujet bien en amont sur l'ensemble de vos réseaux d'arbres que vous avez en ville notamment. Merci Pierre pour cette présentation. Donc on a, voilà, on peut prendre 2-3 minutes pour prendre des questions. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions à poser vos questions aux intervenants. Je vous invite donc à répondre tout à l'heure à une question. Vous n'hésitez pas, de toute façon, on est encore là pour 5 minutes puisque je vais continuer rapidement pour conclure ce webinaire sur les outils du réseau Gili. En tout cas, merci Pierre et David sur ces éléments à la fois très complets, synthétiques et surtout le message, je pense, qu'il faut retenir de cette présentation et de ces deux présentations, c'est que le maintien de l'arbre et du végétal revêt une importance particulière aujourd'hui puisqu'il nous rend de nombreux services. Et donc, avant de s'en priver, avant d'abattre ou de mutiler un arbre pour plusieurs raisons, il est important de réaliser ces diagnostics à la fois pour savoir si c'est justifié d'abattre un arbre pour des questions de sécurité, mais aussi voilà, pour d'autres raisons. Avoir ce réflexe du diagnostic de l'arbre et puis en amont de l'abattage ou en tout cas d'un travail sur l'arbre, vérifier qu'on ne va pas déranger ces espèces par un diagnostic biodiversité en s'adjoignant les compétences d'un écologue, d'un naturaliste. Voilà. Donc, pour toutes les questions liées au réseau d'experts à consulter sur ces questions-là, que ce soit
les réseaux naturalistes ou les réseaux liés au diagnostic des arbres qu'a présenté David. Vous pouvez vous rapprocher de David Chevet et de Pierre ou de moi, où je peux aussi relayer vos demandes à ces intervenants par mail après coup, après ce webinaire. Voilà, je vais passer et conclure ce webinaire par quelques éléments liés à notre réseau GEDI. Donc le réseau GEDI, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un réseau à l'attention des gestionnaires de la filière des jardins, espaces végétalisés et infrastructures linéaires et de tourisme et de loisirs. Donc, on a une bibliographie qui synthétise de nombreux sujets sur notre site internet. Donc, vous pouvez y accéder gratuitement, hein. Ça collecte et rassemble et moissonne l'ensemble de la bibliographie qu'on a trouvée sur les bonnes pratiques de gestion du végétal en lien avec les engagements de notre charte. Sur la question de la santé du végétal, qui fait un peu le lien avec le travail proposé par David précédemment, on a, vu que c'est le domaine d'expertise de Frodo Occitanie, de nombreuses ressources liées à la surveillance de la santé du végétal en Occitanie, via notamment nos sites internet, et on a de nombreuses plaquettes en téléchargement liées aux organismes à la fois de quarantaine prioritaire ou émergents ou non réglementés, hein, qui peuvent poser des problèmes à l'échelle des gestionnaires GEDI. On a également un bulletin de santé du végétal qui paraît 4 fois par an et qui vous alerte et qui vous informe sur des problématiques de santé du végétal émergentes, actuelles ou qui s'amplifient à l'échelle de l'Occitanie. On a publié l'année dernière plusieurs bulletins, notamment sur le Xylotrechus chinensis, le longicorne tigre, qui s'attaque au mûrier platane. Et donc, de nouveaux organismes peuvent arriver tous les jours en Occitanie. Donc, on sort un bulletin de santé du végétal là, très prochainement, courant la semaine prochaine, je l'espère, sur des organismes sur lesquels on vous propose d'être vigilant. De nombreux outils techniques à mobiliser, à consulter. Je vais passer assez rapidement sur le sujet, mais voilà, vous n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet. Des outils pour communiquer, de nombreux outils, hein. Alors, on met à disposition des outils téléchargeables sur les bonnes pratiques de gestion du végétal, des expositions, des panneaux, des affiches, des guides techniques et puis une plaquette liée à notre charte engagée pour le végétal. Très rapidement, avant de prendre une question qui vient de nous être diffusée dans le chat, petit point sur la charte engagée pour le végétal, puisque les clôtures se terminent la clôture des candidatures se termine le 21 juin. On repoussera peut-être un petit peu jusqu'à fin juin. Donc, ça laisse le temps pour les collectivités qui veulent adhérer à la charte cette année de candidater. Deux objectifs, hein, valoriser les bonnes pratiques, ces bonnes pratiques en faveur du végétal pour une collectivité ou une infrastructure de tourisme de loisirs, camping, établissement de loisirs qui dispose d'un parc végétalisé et bénéficier d'un accompagnement pour progresser, puisque cette charte, c'est aussi l'occasion d'avoir une équipe d'experts sur le terrain qui vient pour vous donner des conseils. On a vu des personnes des CAUE, on a vu l'ARB Occitanie, on peut avoir toutes sortes d'acteurs qui nous accompagnent sur le terrain lors de ces visites techniques automnales pour vérifier vos engagements et qui vont vous donner des conseils et vous relayer des bons tuyaux pour mieux gérer votre patrimoine végétal à l'échelle de votre espace. Donc, public cible, collectivité, infrastructure de tourisme et de loisirs, infrastructure linéaire, les gestionnaires tels que les départements. 12 engagements, 12 engagements que je ne vais pas détailler maintenant, mais que vous pourrez voir sur notre site internet. 3 niveaux d'engagement. Un premier niveau autour de l'engagement à changer, modifier ses pratiques dans tout nouveau projet aménagement. Un deuxième niveau lié à l'expérimentation, au test, mettre en place un diagnostic phytosanitaire, par exemple, ou un diagnostic d'un arbre, ça peut être, ou des arbres de sa commune, ça peut être, par exemple, un test proposé dans l'engagement numéro 3 de la charte. Et puis, le niveau 3, c'est généraliser ces pratiques, avoir pris en main de manière en routine ces bonnes pratiques de gestion du végétal. Et puis des outils pour les adhérents avec cette année un lot d'illustrations pour valoriser vos engagements auprès des citoyens, auprès des acteurs avec qui vous travaillez. Voilà. Et une cérémonie de remise de prix en fin d'année
L'année dernière, c'était au salon Ad Natura à Montpellier. Cette année, ce sera dans une commune d'Occitanie pour célébrer votre engagement en faveur du végétal à travers cette adhésion à la charte. Très rapidement, donc un cahier des charges à partager en équipe qui est disponible sur notre site internet, une délibération au conseil municipal ou un courrier actant le souhait de s'engager dans la charte. La délibération peut venir après clôture des inscriptions, je tiens à le préciser, ça ne doit pas être un frein. Et puis un formulaire de candidature à remplir en ligne pour valider votre candidature. Les webinaires j'ai mis en rediffusion, donc ils sont tous sur notre site internet ou sur la page euh, donc YouTube pardon, de Fredon Occitanie. Donc, vous pouvez les voir en replay. Et puis, cette présentation sera de toute façon envoyée aux participants. Et donc, vous pourrez directement appuyer sur les petits onglets replay, les petits boutons cliquables, pardon, replay, pour voir les webinaires qu'on a proposés depuis 2022. Voilà, donc le webinaire se termine. Je prends une dernière question, peut-être pour les deux participants, et ce sera peut-être le mot de la fin. Les deux intervenants, pardon, Pierre et David. Bonjour, les diagnostics sont-ils obligatoires ou facultatifs avant un abattage en milieu urbain? Et peut-on consulter les diagnostics sur demande? Voilà, donc peut-être la première partie de la question pour David et Pierre. Est-ce que les diagnostics que vous avez présentés sont obligatoires ou facultatifs avant un abattage en milieu urbain, que ce soit un diagnostic de l'arbre sur les deux niveaux présentés et sur le diagnostic biodiversité? Sur le diagnostic de l'arbre, tout dépend de la situation de l'arbre en question. D'un point de vue réglementaire, hein, son classement au niveau du PLU. Est-ce qu'on est sur un espace boisé classé? Est-ce qu'on est dans un périmètre de protection d'un bâti? Donc, dans ces cas-là, effectivement, il y a une demande d'intervention et de travaux qui sera réalisée et souvent, les collectivités se basent sur la réalisation d'un diagnostic réalisé précédemment. Merci David. Et puis pour Pierre, même si tu en as un petit peu parlé vis-à-vis de la réglementation sur les espèces protégées. Sur l'aspect biodiversité, effectivement, alors il n'y a pas, c'est pas inscrit dans le code de l'environnement, c'est pas une obligation. Cependant, s'il y a un tiers au niveau juridique qui porte plainte contre le maître d'ouvrage, il va falloir que le maître d'ouvrage prouve que justement il a fait ce diagnostic et qu'il n'y a pas d'espèces protégées dans l'arbre, par exemple, qui a été abattu ou coupé. Donc en gros, la preuve est à la charge du maître d'ouvrage. Donc ce qu'on vous conseille, c'est pour vous prémunir de ça, et même sans qu'il y ait forcément d'attaque juridique, hein, mais le fait même de protéger ces espèces, qu'elles soient protégées ou non, c'est de réaliser ces diagnostics. Après, ça peut aller assez vite, hein, on l'a vu, un diagnostic sur une quinzaine d'arbres, il y en a peut-être un ou deux qui peuvent poser problème, mais autrement, ça peut aller vite. Merci David et Pierre. Et peut-on consulter les diagnostics sur demande? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Si vous pouvez reformuler, mais sinon, je pense qu'on a répondu à la question précédente qui est peut-être la plus, voilà, la plus importante. Pour apporter une David? précision, le diagnostic qui est réalisé appartient bien au commanditaire, c'est-à-dire que ce pas des documents qui sont mis à disposition. Il faut vraiment que le maître d'ouvrage souhaite effectivement les partager. Alors, une collectivité peut partager les diagnostics qu'elles font réaliser, mais ça reste effectivement son choix et non une obligation. Merci David. Alors il y a un complément intéressant de Saline Cosinus du département de l'Aude. En complément pour l'abattage, il y a aussi l'article L350-3 du Code de l'environnement qui s'adresse aux arbres d'alignement bordant une voie de communication et qui impose de justifier par un PV qui impose pardon, de justifier par un PV d'analyse. Donc cette volonté d'abattage. Tout à fait. Ouais. C'est assez récent, effectivement, ça a quelques ans, donc quelques années, mais c'est vrai que ça fait partie de la réglementation. Dès l'instant qu'on abat des arbres d'alignement, il y a effectivement un diagnostic qui doit être réalisé en amont. Tout à fait. On avait publié un article sur notre site lié à cet article du Code de l'environnement. Voilà. Décret d'application du 19 mai 2023, tout récent, comme le précise Madame Cosinus du département de l'Aude. Voilà, donc les arbres d'alignement sont
concernés par le sujet et il faut essayer de se renseigner au mieux pour éviter toute mauvaise pratique sur ces arbres d'alignement, voilà, comme on l'a vu aujourd'hui. Pour information, actuellement, au niveau du CAUE 77, il y a un groupe de travail qui est en train de travailler justement sur des pistes d'amélioration de la législation sur l'arbre-forêt afin de mieux le protéger. Voilà, donc c'est des choses qui sont en cours de rédaction, en cours d'analyse. Hein, mais le CAUE 77 est relativement actif sur le sujet de l'arbre d'ornement. Voilà, et nous-mêmes on fait partie du groupe de travail sur cette réflexion sur comment améliorer la législation de la protection de l'arbre urbain. Super, merci David. Je vous propose de conclure ce webinaire. Merci aux deux intervenants, Pierre Biesen de l'ARB Occitanie et puis David Chevet de ONF Végétis. Merci aux participants pour vos questions et votre assiduité. On rediffusera donc ce webinaire sur la chaîne YouTube de Fredon Occitanie et puis sur notre site internet. Et n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions, à la fois à David, à Pierre, par mail, et puis à nous, on peut tout à fait relayer les questions aux intervenants. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup et très bonne fin de vendredi et très bon week-end à tous.